qu'est-ce que vous avez pensé de ces hommages, cher Farid, à Frédéric Mitterrand? Bonjour à tous. Déjà, merci Mike pour cette invitation. Merci aussi pour cette chronique un petit peu acide. C'est toujours agréable de bon matin de pouvoir s'extasier de tels propos. Concernant les hommages, sincèrement, je ne les ai pas regardés, je n'ai rien écouté. J'étais en train de marcher. Voilà, depuis 46 jours maintenant, c'était 46 jours. Oui, parce qu'il faut dire, voilà, totalement coupé du monde. vous marchez entre Albi et Bruxelles, 1500 km contre la pédocriminalité, et vous êtes réalisateur. Voilà. Déjà, pourquoi cette marche? En fait, l'idée de départ, c'est que je suis quand même militant pour les droits des enfants et contre la pédocriminalité depuis maintenant 16 ans. Et président d'association depuis 2016, représentant d'une ONG reconnue d'utilité publique de droit marocain. Et donc, force est de constater qu'ici en France, malheureusement, les droits des enfants ont été d'année en année totalement occultés, quoi. Ça devient de pire en pire, en fait. Et c'était vraiment un triste constat. Je me suis dit à un moment donné où, effectivement, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que responsable associatif, pour essayer de faire changer les choses? Est-ce qu'il y a une possibilité? Voilà, j'ai eu cette idée un petit peu folle, un petit peu farfelue, on peut dire, de marcher 1500 km. Départ, c'était le 1er février. J'ai marché 46 jours consécutifs jusqu'à mon arrivée à Paris pour le grand rassemblement à République, à 14h aujourd'hui. Je dis bien République parce qu'au départ, c'était à Bastille. Mais bon, les belles joies de la préfecture nous ont malheureusement assigné le mauvais endroit. Même sur même sur la défense des enfants, la préfecture de Paris met quand même des bâtons dans les roues. Enfin, c'est fou quand même. Disons qu'on a énormément communiqué sur la place de la Bastille à 14h, et on a reçu hier soir, très tard, le justificatif en fait du lieu, et le lieu c'était République. Pourquoi République et pas la Bastille? En fait, on avait demandé tout simplement, et ça depuis longtemps, départ de la Bastille jusqu'à République, et c'était un cortège. Je crois qu'ils ont retenu que la fin du cortège, et ils ont dit pas de cortège, vous arrivez à votre point de chute, ça sera République, point barre, quoi. Et puis bon, on n'avait pas trop le temps de communiquer là-dessus, donc là, c'est un petit peu dommage, mais bon, on va réceptionner les gens à Bastille et puis les rediriger vers République. Heureusement, il n'y a que quelques centaines de mètres, enfin il y a 1200 mètres à peu près à pied, donc une dizaine de minutes, c'est rapide, donc on va se retrouver tous sur la place de la République. Mais effectivement, l'idée de cette grande marche contre la pédocriminalité était effectivement de mettre un petit peu un focus sur ce fléau qui gangrène notre pays. Mais malheureusement, force est de constater que les médias en règle générale ne jouent pas le jeu. C'est pour ça que je tiens à te saluer. Merci pour... Mais c'est un grand plaisir, et je pense que c'est un sujet dont il faut parler, surtout lorsque l'on voit ces hommages à M. Frédéric Mitterrand. Je suis d'accord avec Nicolas Stocker lorsqu'il dit qu'il ne croit pas trop dans la version de Frédéric Mitterrand pour dire voilà, que ce n'étaient pas des jeunes garçons. Lorsqu'on voit ces hommages, on sent quand même qu'il y a quand même une forme de pédocriminalité d'élite. Et donc l'élite se protège aussi sur ces questions. Alors moi, je vais être un petit peu plus direct. La pédocriminalité d'élite, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire la pédocriminalité culturelle française. Parce que culturelle française. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai marché 46 jours d'affilée, entre 20 et 40 km par jour, avec des lives. C'est-à-dire, je démarrais le matin de très bonne heure quand je partais, du début de l'étape jusqu'à l'arrivée, c'est-à-dire que le live était ouvert, et les lives, on avait des gens qui venaient, qui en parlaient, qui parlaient de leurs problématiques et tout, mais derrière, ça n'a jamais suscité un véritable élan on va dire, d'adhésion. On a fait ce que j'ai fait là à Place de la République, on l'a fait à Montpellier, Place de la Comédie, on était une dizaine de personnes. On l'a fait à Marseille, au Vieux-Port, à Lombrières. C'était pareil, on était une trentaine de personnes. On l'a fait le 1er mars à Lyon, place Bellecour, pareil, on était un peu moins d'une centaine. Donc c'est là où on se dit, pourtant il y a eu beaucoup de communication en termes de réseaux sociaux, on a inondé les réseaux sociaux. Mais derrière, malheureusement, les gens ne se bougent pas pour les enfants. Mais pourquoi ils ne se bougent pas?
Mais est-ce qu'il se bouge déjà, ne serait-ce que pour une action quelconque? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Je vais te poser la question autrement. Dis-moi la dernière fois que tu as entendu parler d'une grande marche, d'un grand rassemblement, d'une grande manifestation contre la pédocriminalité. Non, ça c'est vrai, jamais. Jamais. Ça, c'est vrai, jamais. Je te repose la même question pour le pouvoir d'achat, les acquis sociaux, la retraite, etc. Ah, ça, c'est sûr que, même si je remarque que, par exemple, pour la retraite, c'est une France de la fonction publique, voilà, c'est pas le kidam, on va dire, qui va marcher voilà, pour la retraite. Mais plus souvent, quoi. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est une réalité. Donc, ça montre bien un instantané particulier de notre pays, de notre France. C'est-à-dire que quelque chose qui est censé être la prunelle de nos yeux, on va dire ce qui devrait nous rassembler tous, c'est-à-dire les enfants, que ce soit transpartisans, transreligieux, couleurs ou je ne sais quoi, devraient tous nous rassembler, ne nous rassemblent pas. Les gens ne sortent pas. Donc, il y a un moment donné où il faut se poser véritablement les questions. Et moi, je mets les pieds dans le plat. La France est-elle un pays de culture pédocriminelle? Je pose la question. Je n'ai pas cette réponse, mais force est de constater que voir la passivité des gens face à, on va dire, à cette problématique, moi je me dis, bon, bah ouais, d'accord. Ah, il suffit de voir, hein, tout le monde, on pose la question à tout le monde. Ouais, mais on est au courant, ouais, les élites, oui, bon, le juge qui a donné sa gamine dans des réseaux, oui, je le sais, oui, d'accord, mais tu fais quoi en fait, toi? Bah, à l'arrivée, il va te dire rien. Et c'est ça en fait, c'est que les gens se cachent derrière une passivité qui pour moi, qui ne dit mot consent. Et là, je me pose vraiment la question de, effectivement, en France, sommes-nous, on va dire, pédocriminel friendly? Bah, c'est une question qu'il faut poser, c'est vrai. D'ailleurs, Carl Zero, chez qui vous êtes passé, parle de un enfant sur 5 qui a été victime soit de viol, soit d'un inceste, soit d'une agression sexuelle, tout simplement. C'est quand même pas rien, c'est des chiffres faramineux. Bah, il y a les derniers chiffres, je crois que c'est la Civis, je crois, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui parlent de 160 000 enfants par an en France, juste en France, agressés sexuellement. Je ne veux pas partir dans le détail, inceste, etc. Donc ça veut dire qu'un enfant toutes les 3 minutes sont agressés sexuellement en France. Un enfant toutes les 3 minutes. Et il y a l'INSERM qui avait fait une étude, de 1950 jusqu'à 2020. Ils ont chiffré le nombre d'enfants en France ayant subi des agressions sexuelles à 5,6 millions d'enfants. 5,6 millions d'enfants, de 1950 jusqu'à 2020. Ces chiffres donnent le tournis. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Et il suffit aussi, pour s'en convaincre, de regarder les décisions de justice. Les décisions de justice... Quelles sont-elles? Elles sont plutôt en faveur des pédocriminels. C'est-à-dire disons que les peines encourues sont en règle générale assez laxistes, quoi. Enfin, moi, j'ai cette histoire-là qui me revient souvent en tête l'année dernière d'un homme de 25 ans qui a violé à plusieurs reprises un enfant de 3 ans et qui est sorti libre du tribunal en prenant 5 ans avec sursis. 5 ans avec sursis Il est sorti pour libre. Viol sur un enfant de 3 ans. Multiple. Viol multiple. Oui. Enfin, c'est quand même... Là, c'est... Mais ça, il suffit de regarder les faits divers et vous allez prenez un sac vomitoire et puis allez-y, faites-vous plaisir. C'est juste un blanc-seing de la justice qui dit aux pédocriminels, allez-y, faites-vous plaisir. Au pire des cas, si vous vous faites choper, vous aurez du sursis. Et ça, c'est la réalité de notre pays. Mais derrière, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Moi, je dis pas, j'incrimine pas la justice, j'incrimine pas non plus les médias ou les pouvoirs publics. Moi, je vise la population. Je vise la population parce que si, moi, les 46 jours que j'ai marché, les presque 1200 kilomètres que j'ai parcourus, on était des milliers à marcher côte à côte contre la pédocriminalité, croyez-moi que les choses auraient changé rapidement. Mais c'est vrai que vous avez raison, parce que je vais prendre l'exemple de la crise sanitaire. Lorsque les pouvoirs publics ont imposé ce que pour moi étaient des sévices contre les enfants, que ce soit les masques, la façon dont on les traitait à l'école, etc., et que les parents étaient favorables à ces mesures contre leurs enfants, ça montre quand même une certaine mentalité.
On a envie de dire que effectivement, le français, à quel point il est devenu, on l'a infantilisé, on l'a retiré déjà de ses prérogatives de parent. Il n'a plus, on va dire, cette capacité même à pouvoir dire non, à réfléchir, à se dire, OK, pour mes enfants, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il attend qu'on réfléchisse à sa place et qu'on décide à sa place. Et là, effectivement, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est générationnel que réfléchissent à sa place? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, les anciens d'avant-guerre étaient de la sorte? Ou c'est vraiment nous, voilà, moi je suis né en 81, alors je sais pas, Pas loin de là. voilà, donc on est de la même génération. Donc est-ce que c'est nos générations qui sommes devenues lâches et faibles? Ouais, je pense. C'est possible. C'est possible. C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de lâches. Énormément. Énormément. Sinon, les gens se soulèveront contre cet état de fait, en tout cas contre la pédocriminalité. Je vais me concentrer là-dessus, puisque c'est par rapport à ça que je me bats. Et effectivement, moi, je vois que oui, la plupart des gens, soit sont des lâches, soit ils acceptent totalement ce qui se passe. Ils acceptent. Honnêtement, ils acceptent. Et moi, ça m'insupporte le discours des gens que j'ai pu croiser, me dire, ouais, de toute façon, si ça arrive à mes enfants ou à ma fille ou à ceci ou cela, moi j'y vais, je vais faire justice moi-même et tout. C'est-à-dire que la personne, elle est d'accord, elle jette son enfant dans la mare au crocodile, en disant non mais c'est pas grave, hein, si elle se fait croquer par le crocodile, attention, tu vas finir en Santiago. Et c'est ridicule comme raisonnement. Il faut faire en sorte de les protéger déjà en amont. Nous, on est dans un pays où on n'est que dans le guérir. Voilà, on n'est pas dans la prévention. À quel moment justement, cher Farid, avez-vous ouvert les yeux sur ce drame? Ah, moi, c'était en 2008, en fait. C'était suite à une rencontre comme ça. En fait, je suis parti au Maroc pour des raisons professionnelles. Et on m'a présenté une dame qui s'appelle Najat Anwar, qui était présidente d'association. À l'époque, c'était une association avant de devenir une ONG, et ensuite reconnue d'utilité publique. À cette époque, donc en 2008, elle avait créé son association en 2004, donc 4 ans auparavant. Elle m'a raconté un petit peu son histoire, et son histoire, déjà m'a choqué. En fait, elle avait sa meilleure amie, elle avait son petit garçon de 3 ans qui s'était fait violer à plusieurs reprises par le gardien de l'école maternelle. Et il s'avère qu'après enquête, cet homme sévissait sur de nombreux enfants, et ce depuis 18 ans. Bon, deuxième effet Kids School, le mec, à la fin, au niveau de justice, il a eu peanuts, quoi. Enfin, pas grand-chose, pas par rapport au délit, il a écopé de rien du tout. Donc, c'est à partir de ce moment-là, de cette double injustice, qu'elle a décidé d'ouvrir son association. Et moi, 4 ans plus tard, je la rencontre par le biais d'amis, elle me parle de ça, je vais visiter les locaux de son association, je parle avec des victimes et tout. Et puis, depuis ce jour-là, on va dire, son combat est devenu le mien. Et en 2016, en fait, suite à beaucoup de choses qui se sont passées, notamment en France, hein, je pense que le déclic, ça a été en 2011, et ensuite ça arrivait jusqu'à la concrétisation en 2016, où elle m'a demandé effectivement de devenir le représentant en Europe de son ONG. Donc je suis devenu donc président de l'association Touche pas à mon enfant Europe, et qui est de droit français naturellement. Et en fait, cette boîte bascule, c'était en 2011, où il y avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Mike, où il y avait ce Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, sur un plateau de télévision de Canal, qui disait de façon genre totalement détendue qu'il avait l'identité Oui, c'est vrai. de personnes, d'anciens politiques ou même d'anciens ministres ou de ministres qui allaient à Marrakech pour se taper Et des beaucoup gosses. pensaient à Jacques Lang, je crois. Ouais, peu importe. C'est-à-dire que cet homme-là, nous, avec Touche pas à mon enfant à cette époque, on s'est porté partie civile, sachant que c'était une ONG étrangère, c'était très très compliqué. Bon, on a trouvé comment faire, etc. C'était très très difficile. Mais à l'arrivée, moi, ce que j'en apprends de toute cette histoire, c'est que la personne a l'identité de criminel, donc in fine, elle est complice de crime. Oui, on assiste à un crime où on connaît le fait de criminel et qu'on ne le dénonce pas à la justice. Ça fait de quoi ça fait de nous de quoi ça fait de nous un complice. Cette personne-là n'a jamais été interrogée par la justice. Et nous, quand on s'est porté partie civile, la plainte a été totalement à la fait pchit, quoi. Ça a été classé sans suite. Il n'y a rien eu.
Et c'est quoi la conclusion de tout ça, en fait? C'est ça qui effraie. Et moi, depuis 2016, je vois effectivement que ça empire. Ça empire, pas seulement au niveau de la pédocriminalité, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, mais ça, on en parlera. Hein. Énormément de choses qui englobent la pédocriminalité française. Et moi, en fait, quand j'ai marché, le doux, on va dire, le doux souhait que je caresse, même pas secrètement, c'est que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Mais bon. Mais ça n'en prend pas le chemin. Non, mais en plus avec quelqu'un à la tête de notre pays qui, je suis désolé, a commencé une relation alors qu'il était mineur avec une personne qui avait non seulement autorité sur elle, et en plus de ça, avec 40 ans, c'est mal barré pour les gosses. Alors, vous avez parlé de l'ASE, et pour le coup, ça aussi, c'est quelque chose que je n'étais pas au courant il y a quelque temps, mais il se trouve que j'ai interviewé un jeune de l'ASE, et il m'a expliqué un peu le système, où ces jeunes sont... théoriquement, ils sont pris en main par l'État, théoriquement, mais ils sont laissés quasiment à l'abandon, parfois même aux mains de violeurs qui peuvent être soit des éducateurs, soit des compagnons de chambre, enfin, et ça, en vrai, tout le monde s'en fout, en fait. Oui, bien sûr. En plus de ça, hein, lorsque il y a des faits de viol au niveau de l'ASE, quand c'est qualifié... Alors, expliquez-nous ce que c'est déjà l'ASE. L'ASE, c'est l'ex-DAS, en fait, ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 244 000 enfants qui sont sous la coupe de l'aide sociale à l'enfance. C'est pas rien quand même. 244 000 enfants en France, c'est pas rien. Et ça, il faut savoir que malheureusement, en règle générale, les enfants, effectivement, sont livrés à eux-mêmes. Et il n'y a pas de suivi scolaire, il y a beaucoup de décrochage. Des fois, il y a des enfants, moi j'ai énormément de familles qui me contactent, qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont dans le secret. Il y a beaucoup d'abus. Mais lorsqu'il y a de l'argent, il y a de l'abus derrière. Parce qu'après, est-ce que c'est devenu un véritable business? Il faut vraiment faire un audit sur tout ça, en fait. C'est pour ça que l'idée de dire que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale, ça permettra de mettre justement à plat dans toutes nos institutions cette problématique liée aux droits des enfants. Et le problème de l'ASE est un des plus gros problèmes, parce qu'effectivement, c'est l'État qui est responsable des enfants. L'État doit protéger les enfants et ne les protège pas. Parce que déjà, les plus gros, on va dire, pédocriminels en devenir, ce sont déjà les enfants eux-mêmes. Parce que le nombre de viols qu'il y a au niveau de cette institution, c'est pas les éducateurs qui violent les enfants en règle générale. Il y en a une partie, je ne peux pas le nier, ou des gens externes, etc. Mais c'est surtout les enfants. Entre eux, oui. Ouais, voilà. Par exemple, un ado de 15 ans va violer un enfant de 9 ans. Voilà. Oui, par exemple, j'ai appris par ce jeune que j'avais interviewé que des enfants de 7, 6, 8 ans, enfin des très jeunes, sont en compagnie d'adolescents. Ouais. C'est-à-dire que de 16, 17 ans. C'est pas normal. C'est comme si on mettait des jeunes de maternelle avec des collégiens ou des lycéens. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'ils doivent être tous ensemble. Je pense. Hein. Non, mais au-delà même d'être ensemble ou pas ensemble, c'est surtout l'encadrement. Oui, l'encadrement, bien sûr. Il n'y a pas d'adultes. Où les adultes, ils sont là, ils ne font pas leur travail d'éducateur. Faut savoir que pour être éducateur, c'est quoi? Je crois c'est 18 mois de formation. Voilà, 18 mois de formation. Et derrière, on peut devenir éducateur. Et puis, et pourtant, l'ASE touche beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. C'est une multinationale quasiment. C'est régional, en fait. C'est la région, donc c'est politique. C'est un système politique qui dirige ça. Effectivement, ça brasse des milliards. Sans oublier ce scandale qui fait que l'ASE prend des enfants à des familles normales, on va dire, qui n'ont pas de problème spécifique, et après, parce que la délation, parce que je ne sais quoi derrière, ces choses-là, vraiment j'invite certains à y mettre leur nez, les auditeurs à y mettre leur nez, parce que c'est un vrai scandale d'État dont il y a pour le coup une omerta
Mais parce que les gens s'en tapent. Les gens s'en foutent, c'est tout. Bon, ils disent, ouais, les enfants qui sont placés, de toute façon, c'est des enfants à problème. Pas forcément en plus. Non, bien sûr. Non, mais ça, c'est ce que disent ces gens-là. Et donc, ils disent, tant que ça m'arrive pas, bah, écoutez, pourquoi je vais me casser la tête et pourquoi je vais commencer à réfléchir et à me poser des questions par rapport à ça. Donc, le problème, c'est quoi? C'est effectivement, à partir du moment où les Français et les Françaises auront pris conscience, et je pense qu'ils l'ont déjà pris, hein, conscience de ce fléau, à tous les niveaux, hein. Au niveau, voilà, tous les niveaux, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit au niveau régional, l'aide sociale à l'enfance, etc. Il y a beaucoup, au niveau protection numérique aussi, hein, des enfants, il y a énormément de choses à dire. À partir du moment où ils diront qu'effectivement, c'est nous qui faisons force, la politique, hein, c'est un rapport de force. À partir du moment où par exemple, tout à l'heure, à 14h, j'espère qu'on sera nombreux à République, à Place de la République, à Paris, et que effectivement la place soit noire de monde pour dire non à la pédocriminalité, là, ils se poseront des questions. Mais si on est une centaine de personnes, bah, il n'y aura rien qui va changer. Et le problème, c'est ça, c'est que les gens ne veulent pas s'unir et ne veulent pas se mobiliser contre la pédocriminalité. C'est quelque chose qui, on ne va pas me dire, ouais, ça fait peur ou ce genre de choses. Non, ça ne mobilise pas parce que les gens n'ont rien à cirer des gosses. Je le dis comme je le pense. Après autant d'années à travailler pour les enfants, après autant de jours à marcher et aller on va dire, en direction des municipalités, des associations ou même des victimes, parents de victimes, de magistrats, etc., malheureusement, les gens en ont absolument rien à faire des gosses. Je vais vous dire, bon, vous avez un discours dur et je pense qu'il faut avoir aussi un discours dur et je pense que vous avez raison. Souvent, quand je manifestais contre le pass sanitaire et pour les soignants suspendus, etc., à l'époque de la crise sanitaire, on parlait entre manifestants et les gens me disaient oui, mais plus de monde viendra lorsque on piquera en gros leurs enfants. Bah, voilà, on n'a pas officiellement piqué les enfants, même si on l'a fait quand même. Bon, personne ne s'est levé en effet. Oui, non, mais c'est même pas vrai en plus. Parce que, comme je disais, le chiffre de l'INSERM, 1950-2020, 5,6 millions d'enfants. 5,6 millions. C'est pas mes chiffres, hein, c'est les chiffres de l'INSERM. Donc, c'est quelque chose qui est censé être sérieux. Ils sont où, les gens? Que ce soit les victimes ou les parents des victimes ou les proches des victimes, ils sont où? C'est vrai. Ils sont où? Après, je veux bien qu'ils soient dans le déni. Et à un moment donné, aussi, vous voyez que... C'est des choses que l'on cache souvent, d'ailleurs. Ouais, quand c'est dans une famille, on le cache, on n'en parle pas. Non, mais on n'est pas obligé d'assister à une manifestation et de renflouer, on va dire, les rangs d'une manifestation en venant avec une pancarte « Je suis victime ». Juste ma présence va faire poids. Il n'y a que ça qu'on demande. Nous, on ne demande pas le CV ou tout le parcours, tout le process de la personne. C'est pas ça qu'on demande. On demande juste qu'on fasse contrepoids par rapport à justement cette situation qui est intenable. Moi, je peux marcher 1500 km pour essayer d'alerter. Je peux faire des interviews radio, je peux appeler les médias, je peux appeler les députés, les sénateurs. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À part être victimes et se taire. C'est notre responsabilité, nous, d'adultes, d'être la voix de ces enfants. C'est de notre responsabilité de les protéger. Ils sont où, ces adultes? Ils sont où? Ils ne les protègent pas. Il n'y a rien qui est fait. Silence radio. On regarde nos chaussures ou on attend que ça passe. Et ça, c'est juste minable. C'est lamentable et c'est lâche. Et tous ceux qui sont comme ça, ils me donnent envie de vomir. Okay. Vous avez vu, j'imagine, des enfants pour leur parler de leur souffrance. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces enfants? Il y a quelque chose qui m'est revenu souvent, parce que j'en ai fait des documentaires. La première chose, moi, qui m'a marqué vraiment, hein, tous, c'est ils me remerciaient. Ils me remerciaient de les écouter. Ils me remerciaient de porter leurs paroles. Et ça m'a... C'est ça aussi qui m'a donné envie de marcher. Parce qu'un enfant, vous voyez, il a 7 ans, 8 ans, et il vous regarde dans les yeux, il dit merci. Merci de faire en sorte que ça n'arrive pas, ça n'arrive plus à d'autres enfants, et que vous allez, avec c'est moi lui bien sûr, que vous allez raconter mon histoire, et que les gens vont enfin nous protéger. Rien que ça vous donne, comme qui dirait, une mission. Et voilà, j'ai marché, et je vais continuer à marcher, je reprends la route lundi jusqu'à Bruxelles,
Mais malheureusement, moi, tout seul à marcher, ça va rien changer. Mais Moi, comment... honnêtement, hein, je Ouais. vous le cache pas, Mike, hein, naïvement, je pensais que ça allait susciter, on va dire, un certain émoi, une certaine émulsion, qui aurait quelque chose. En fait, non, pas grand-chose. Ça signifie quoi, la Société française des malades? Ah, c'est pour ça que j'ai parlé au départ de culturel, que c'est culturel en fait. C'est culturel. Bah, personne s'offusque du couple présidentiel. Personne s'offusque du couple présidentiel. C'est culturel. Personne s'offusque de l'histoire de ce qui s'est passé. Vous savez, hein, ça a bon dos, ça Polanski, avec justement son histoire. On dit, ouais, tout le monde est sorti, là, soi-disant, les grands penseurs, avec leurs phrases à vomir. Il faut savoir dissocier l'artiste de l'homme ou ce genre de conneries. Mais ça, les gens, ils ont regardé, ils ont dit, ah oui, d'accord, oh, c'est vilain. Et puis, ils passent à autre chose. Et pas seulement, il y en a plein à la télévision. Il y a des gens qui ont été multicondamnés qui sont toujours à la télévision. Est-ce que les gens se sont rassemblés devant les chaînes de télévision ou devant l'Arcom pour demander des comptes? Non, rien. Ils regardent la télévision. Ah, regarde, c'est... d'accord. Tout le monde savait. Il a fait une chronique tout à l'heure pour Frédéric Mitterrand. Est-ce que les gens se sont soulevés? Non. Ben, il a même eu des hommages. Voilà. Et les gens, c'est qui? Ah, c'est la population française. Ils savent se soulever, le peuple français s'est soulevé à chaque fois. On a cette étiquette à travers le monde, comme quoi on fait grève pour tout et n'importe quoi, sauf pour les enfants. Ça prouve bien quelque chose quand même. Je vis pas dans une autre dimension. Et là, ça passe. Là, on a des gens qui sont connus, qu'on sait, qu'ils ont été condamnés. Mais non, c'est pas grave. Ça passe. Allez-y. Donc, c'est de notre faute, nous, peuple français, d'accepter ça. Mais on l'accepte pourquoi? Parce que peut-être qu'on est d'accord avec ça. Voilà, peut-être que moi, je suis à contre-courant à marcher Il faut en se regarder dans disant... une glace? Bien sûr, mais tout le temps. Ah, peut-être que moi, je suis à contre-courant à dire, ouais, à lutter contre la pédocriminalité. Peut-être que c'est les gens, ils veulent ça. L'amour libre entre enfants et adultes. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle effectivement, pendant les années 70, cette tribune signée dans Libération, avec des grandes sommités, Sartre, Simone de Beauvoir, d'ailleurs Jacques Lang et Maznev, pour justement favoriser ou ne plus pénaliser l'amour entre enfants et adultes. Et ça, c'était pendant les années 70, c'était en France. Il suffit de regarder, il y a plein d'épisodes de l'INA qui sont disponibles sur YouTube ou d'autres plateformes, où vous voyez Maznev, les gens tout autour, quand ils racontaient ces tribulations avec des enfants, tout le monde était en train de ricaner, en train de pouffer de rire. Qui d'autre encore, quand on a Cohn-Bendit, c'est en train d'expliquer que c'est magnifique de se faire déshabiller par une enfant de 5 ans et que les interlocuteurs en face de lui sont en train de glousser comme des porcs, en train de dire « vous me troublez ». Ça, c'est français. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Là, vous Il y a parlez... des gens qui ont fait quelque chose. C'est vrai. Alors là, vous parlez d'une forme d'élite, mais ce n'est pas que l'élite. Il n'y a pas que l'élite dégénérée en France. Nous, petits peuples aussi, peut-être sommes à l'image de cette élite. Mais bien sûr, mais absolument. Si une personne regarde et elle trouve ça normal, bah bien sûr, vous savez, hein, oh, regardez dans le cinéma c'est tellement beau, ça fait tellement rêver. Hein. Le Pygmalion avec sa muse, la muse elle a 14 ans et le Pygmalion en a 40. Ah, mais ça c'est incroyable. D'ailleurs, ils ont créé des termes rien que pour ça. Quoi. Même Lolita. même le terme pédophilie, mais comment ça? Moi je suis cinéphile, moi j'aime le cinéma, mais comment on peut utiliser le terme de pédophile? Non, c'est des pédocriminels. Et c'est pas de la pédophilie. On n'aime pas les enfants comme ça, de cette façon-là. C'est de la pédocriminalité. Il faut criminaliser déjà l'acte. Même le fait d'y penser, c'est criminel. Donc je suis désolé. Le terme pédophilie, on peut être haltérophile, j'aime pousser de la fonte. On peut être cinéphile, j'aime le cinéma. Mais on ne peut pas être pédophile et aimer les enfants. Ce terme doit être banni des dictionnaires, doit être banni du vocabulaire. Et les gens doivent appeler, tel que ça doit être appelé, pédocriminalité et pédocriminel. Juste sur l'utilisation des mots, ils essayent d'enrober, tu vois, quelque chose de criminel, quelque chose de dégueulasse avec des jolis mots. Mais il y a aussi, pour le coup, rien que ça, c'est problématique. Une réalité, et ça, là-dessus, je vous rejoins évidemment. L'État met en place l'éducation sexuelle. Il amène des transgenres, etc., dans les écoles. Les parents, et j'en ai parlé avec le docteur Kaiser, qui est aussi spécialisé dans ces questions, les parents ne s'insurgent pas de ça.
Je veux dire, il n'y a pas de manifestation de parents. J'en ai parlé aussi avec Farida Belgoul qui avait créé Faites sortir vos enfants de l'école. Les parents ne s'insurgent pas. C'est pour ça que je finis par croire que c'est culturel. Vraiment. Et quand on finit par croire ça, est-ce que du coup, on a envie de baisser les bras? Honnêtement? Oui. Ouais, franchement, oui. Ouais, franchement, oui, il y a un moment donné, ça fait 16 ans, hein. J'en ai vu des choses dégueulasses, mais il y a un moment donné, vous savez quoi, avant de partir, au moment où, quelques jours avant de partir, ma mère, parce que je suis parti du sud-ouest, hein, du domaine familial, ma mère m'a regardé, elle m'a dit, franchement, Farid, n'y va pas, ne pars pas. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, ça sert à rien de vouloir aider des gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je suis quand même parti. Et plus je marchais, plus cette phrase résonnait, tambourinait dans ma tête. Et je finis, honnêtement, à 46 jours, presque 1200 km de marche, je finis par me dire, mais ouais, en fait, elle a raison. Elle a raison. Pourquoi vouloir aider des gens qui ne veulent même pas s'aider eux-mêmes? Alors, on va se rassembler à Place de la République tout à l'heure. Il n'y aura personne. Même les victimes ou les familles de victimes ne seront même pas là. Mais quand on est quand on voit ça, c'est-à-dire cette réalité, qu'est-ce qu'on en tire? Quel est son constat? Qu'on ne fait plus partie de ce monde. Que c'est fini? Que, en fait, cette société ne peut que mourir? Je ne sais pas si elle va mourir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis à contre-courant. À partir du moment où on est à contre-courant d'une société, est-ce qu'on a véritablement sa place dans cette société? Moi, je me pose la question. Je me dis, bon, Farid, tu es arrivé à un stade où... C'est une remise en cause? Est-ce que là, on est en pleine remise en cause? De moi-même, bien sûr. En fait, pas par rapport à mes convictions. Mes convictions sont celles-là et resteront celles-là. Mais ma place dans cette société, ma place dans ce pays, où je me dis, il y a un pays qui a perdu tout sens de valeur. En tout cas, toutes les valeurs pour lesquelles je me bats et que je prône, la protection des enfants, je vois que effectivement, c'est foulé aux pieds, et que je suis arrivé à un stade où j'essaye de faire en sorte de changer les choses, et ça ne change pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai cette image, si vous pouvez me permettre cette allégorie, j'ai l'impression, je me vois comme étant au rez-de-chaussée d'un bâtiment, où je vois au premier étage, vous savez, une sorte de grande baie vitrée, où il y a toute une famille ou des amis et tout le corps, une sorte de petit... où les gens sont là en train de... Et moi, je suis en bas en train de crier. Et juste au rez-de-chaussée, il y a le feu qui commence à se déclarer. Et comme le feu, vous savez, qui monte, il descend pas. Là, il est en train de monter. Et là, je crie, je dis descendez, protégez vos enfants et tout. Et les gens au premier étage me regardent avec des yeux ronds, façon de dire, c'est qui cet énergumène, c'est qui ce bonhomme qui gesticule dans tous les sens? Et qui, eux, ils continuent à vaquer à leur petite vie. Moi, je crie, je dis attention, le feu monte, vous allez faire attention, protégez vos enfants, sortez de là, etc. Eux, ils me regardent, ils s'en fichent. Naturellement, le feu finit par arriver à rattraper, à bouffer, à engloutir leur appartement. Les enfants se font brûler, tout le monde se fait cramer. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? Ça fait des années qu'on essaye de prévenir tout le monde. On est ces gens que au moment où on était en train de crier, vous nous critiquez en train de dire non, mais vous êtes dans le déni, vous êtes dans l'abus, vous êtes dans ceci, vous êtes dans cela. Moi, je suis arrivé à ce stade où je continue à crier et j'ai l'impression que personne ne m'entend, en fait. Personne ne m'entend. Pourtant, les faits sont là. Je ne demande pas qu'on me croie sur parole. Et j'ai envie de dire, Google est ton ami, hein, vas-y, fais tes recherches. D'ailleurs, la meilleure des choses, c'est que chacun fasse ses recherches sur la pédocriminalité. Et malheureusement, là, en règle générale, rien n'est fait. Mais que ce soit au niveau de l'État, de toute façon, l'État, il voit. C'est simple, hein, l'État, c'est un rapport de force, comme j'ai toujours dit. La politique, c'est un rapport de force. Si on était nombreux, on gagnerait ce bras de fer. Là, malheureusement, on n'est pas nombreux. L'État, il regarde qu'effectivement, la passivité de la population vaut quitus de toutes leurs actions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent. L'éducation sexuelle, pourquoi voulez-vous qu'ils ne continuent pas les préconisations de l'OMS? C'est sûr. Parce que derrière, le peuple ne se... je vais vous poser des questions. Le peuple ne réagit pas. Je vais vous poser des questions d'auditeurs. Tout ce que l'intervenant dit sur la pédocriminalité est très intéressant. Je souhaiterais signaler l'asso rendez-nous nos enfants.org. Cette association a été créée
par Hélène Lombard, et elle dit, encore d'autres questions qui arrivent, et elle dit qu'il y a derrière chaque aveu un réseau pédophile et que 80% des enfants placés par l'ASE sont violés. De nombreuses jeunes mamans que je rencontre ont aussi subi des sévices sexuels. Une d'elles avait même entamé une transition à laquelle elle a finalement décidé de renoncer, dans le cadre de mon association Laissez-les vivre, SOS Future Mère. Bon, c'est l'ASE, voilà, encore un témoignage de l'ASE de ce qu'on a dit, quoi. Elle parle de 80% des enfants placés à l'ASE sont violés. Enfin, je ne sais pas si ce chiffre est réel, mais en tout cas, je pense qu'il ne doit pas être très loin. Le chiffre, je ne sais pas, je ne pourrais pas parler sur les chiffres, mais même s'il y avait un seul enfant, c'est déjà trop. C'est clair. Alors, merci de défendre l'abbé Mathieu Raffray, attaqué en justice par Aurore Berger pour avoir cité la Bible à propos de Sodome et Gomorrhe. Ah, bah ça c'était pour le truc avant. Tiens. Monsieur vient de dire que la pédophilie est représentative de la France. Je suis choqué par la pédophilie, la pédocriminalité des élites. Au Maroc, les élites françaises allaient se faire des enfants. Ils les droguaient, les battaient jusqu'à les supprimer. Ah, finalement, les Marocains n'ont rien fait ou rien dit. Voilà, ça aussi, on va me dire que c'est culturel. J'ai l'impression que tous les pays connaissent ces crimes. Alors, j'aimerais bien rebondir sur ça, parce qu'il y a des choses qui sont... voilà, en parlant du Maroc, parce que moi, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Maroc, l'innocence sacrifiée, par rapport à cet état de fait. Bien sûr, à partir du moment où il y a un seul cas, déjà, c'est un cas de trop. Naturellement, il y a de la pédocriminalité partout dans le monde. Mais je tiens à rappeler le rôle de la population par rapport à la protection des enfants. Je parlais par exemple de l'année dernière du cas de cet homme-là de 25 ans qui a violé à plusieurs reprises un enfant de 3 ans, il est sorti libre. Le juge là, qui donnait sa fille de 11 ans, je crois, ou de 13 ans, je ne sais plus quel âge elle avait, et pareil, il a fini par un bracelet électronique, bref. Au Maroc, à la même période, l'année dernière, on a eu à peu près le même cas où une enfant de 11 ans s'est fait violer à plusieurs reprises par 3 adultes. Première instance, c'est passé, ils ont eu entre 10 mois de prison et 2 ans pour le commanditaire principal. Tollé général. Nous, au niveau de Touche pas à mon enfant au Maroc, on a fait ce qu'on avait à faire. Il y a eu des organisations de manifestations. Même spontanément, le peuple est sorti dans la rue. Bref, c'est devenu quelque chose de vraiment incroyable. Sitting devant palais de justice, sitting devant au niveau du ministère, interpellation au niveau des médias. Bref, le peuple marocain s'est soulevé comme un seul homme pour dire stop. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la semaine, alors qu'on se connaît que le temps judiciaire, c'est super long, c'est passé devant la cour d'appel. Cour d'appel, qu'est-ce qui s'est passé ? De 10 mois de prison, c'est passé à 10 ans. Et de 2 ans de prison, c'est passé à 20 ans. Sous la pression populaire. Si on avait la vraie pression populaire ici en France, on aurait exactement les mêmes peines. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il n'y a pas de pression populaire. Et c'est vrai que les dirigeants dirigeraient autrement s'ils avaient peur du peuple. Ben, bien sûr. On va en parler, mais avant ça, Bobino. Vous appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci à vous d'être toujours si nombreux ce samedi matin pour le libre journal des controverses. N'hésitez pas à soutenir Radio Courtoisie, comme ça vous aurez bientôt en plus la vidéo et vous pourrez nous voir physiquement. Vous pourrez nous voir nos têtes le samedi matin. Et vous pourrez voir aussi les gens de la technique le samedi matin. C'est intéressant, donc continuez à nous soutenir. Alors, je vais continuer avec parce que ça réagit beaucoup pour le coup. Ça réagit bien d'ailleurs. Et ça c'est bien. Continuez à réagir. Posez des questions. Parce que c'est important que ces sujets sont importants. Et on n'en parle pas. Et moi je veux les mettre sur la table. Et la cause, point d'interrogation. La destruction de l'amour spirituel par le matérialisme. La finance, le pouvoir qui doit transformer Eros en pornos. Pour étouffer tout risque d'insurrection des peuples. Comme aussi... Le métissage n'est-elle pas la cause de l'enfant vu comme marchandise sexuelle ? Non, mais il faut arrêter avec le métissage, s'il vous plaît, au secours. Mais ça n'a aucun rapport. Mais oui, mais alors, on va dire le matérialisme, toutes ces choses, la finance.
Non? Bah, j'ai envie de dire que non, à partir du moment où on s'en fout de nos enfants, et que ce soit financier ou pas financier, j'ai l'impression effectivement, si j'avais marché par exemple 1500 km pour le pouvoir d'achat, je pense qu'on aurait été des centaines à marcher. Peut-être si j'avais marché pour l'Ukraine, ça aurait été pareil. Mais là, je marche pour les enfants, il n'y a personne avec moi, ou très peu. Alors, Donc, je ne sais pas si c'est la finance ou... Parce que cette personne qui envoie ce message, est-ce qu'elle sera sur Place de la République? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si elle est éveillée, tant mieux. Mais venez, Place de la République, 14h. Ce n'est pas suffisant. Alors, n'est pas suffisant. Pourquoi voulez-vous que l'État prenne des mesures sur la pédocriminalité puisque ce gouvernement vient de mettre dans la Constitution l'avortement? Ah, t'as un mot là-dessus? J'ai pas compris le rapprochement. Bon. J'ai pas vu. Ben, l'avortement, c'est une façon de tuer des enfants dans le ventre d'une mère. J'imagine. Ouais, non, j'ai pas ce même rapport par rapport à ça. Alors, je prends en cours d'émission l'aide sociale à l'enfance. Ce sont des éducateurs spécialisés avec 3 années de formation, mais aussi des moniteurs éducatifs avec 2 années, et parfois des aides éducatives sans formation, mais sur 2 ans max de recrutement. Bon, merci pour cette précision. Bonjour, je lis tout, je lis tout, voilà, comme ça, on est Comme transparent. Il n'y a pas de tri. Voilà. Votre invité est un peu donneur de leçons, il évoluera. 1 million de personnes dans la rue pour les retraites, alors manque plus que les bougies. Retrouver un pédophile non condamné et faire justice et les faire savoir, seulement fera changer. Est-il prêt à le faire? Je rends malgré tout hommage à son combat que je partage, mais que je ne connaissais pas. Donc du coup, oui, retrouver un pédophile non condamné et faire justice et le faire savoir, seulement fera changer. C'est-à-dire qu'il parle de la loi du talion, en gros. Est-ce qu'on doit revenir à ça? Non, mais on est dans un pays de droit quand même. C'est un état de droit, la France. Est-ce que ça... Oui, théoriquement. Oui, mais ayons confiance un minimum. Si effectivement on voit qu'il y a un pédocriminel qui est passé en travers des filets, il faut faire en sorte de le condamner. Mais ensuite, moi, je ne cautionnerai jamais la loi du talion, que chacun fasse justice soi-même. Je pense qu'effectivement, si déjà la majorité des gens étaient éveillés et étaient dans la prévention déjà en amont pour protéger les enfants, déjà on éviterait énormément de drames. Alors, merci pour cette émission, merci pour votre combat. Bonjour, comment voulez-vous qu'un pays qui sacrifie depuis un demi-siècle entre 200 000 et 300 000 fœtus, voilà, je savais que cette question allait revenir, dans les ventres maternels et graves, ce crime dans sa constitution soit scandalisé comme il devrait le faire pour les horreurs de la pédocriminalité. Bravo monsieur, quel courage, car tous ces pervers dégueulasses peuvent devenir très méchants quand on les démasque. Alors non, les pervers dégueulasses ne sont pas méchants. Ça, c'est l'idée qu'on vous donne. On vous fait croire qu'ils sont méchants. Mais honnêtement, entre nous, pensez-vous véritablement une seconde que des pervers qui s'attaquent à des enfants sont courageux face à des adultes? Ils s'attaquent à des enfants parce qu'ils peuvent s'attaquer qu'à des enfants. Sachez-le. Donc non, ils ne sont pas puissants, c'est nous les puissants. Et c'est nous, quand on sera tous unis, on sera puissants. Ça, il faut... Parce qu'il y a un message qui, de plus en plus, je l'entends, les gens me le disent, c'est « Ah, mais le système est trop fort contre nous, on ne peut rien, ils ont je ne sais combien de coups d'avance, on ne peut que subir. » Et ça, je pense qu'il faut aller à l'encontre de ces commentaires. Écoute, moi j'ai envie de dire que en règle générale, dans le combat, il y a ceux qui cherchent des excuses pour ne rien faire et ceux qui font. Donc tous ceux qui vont sortir, ils sont trop puissants. Est-ce qu'il y a un moment donné où dans un rassemblement, il y a ce monsieur puissant qui est venu devant votre porte, qui a dit « Non, toi tu restes chez toi, dans ton salon, regarde Hanouna et bouge plus ». Non, il faut arrêter avec ces fantasmes. J'ai marché 46 jours, 1200 km dans des routes dangereuses. Mais est-ce que c'est des messages qu'on vous donne? Totalement reculé. Personne a eu le courage de venir me voir entre 4 yeux en disant Farid, ne le fais pas. Ne le fais pas. Personne. Et à aucun moment on m'a embêté. À aucun moment les services. Enfin, pourtant j'ai marché sur des 4 voies et compagnie, des trucs où on aurait pu m'arrêter 100 fois. Mais à aucun moment j'ai eu de problème avec qui que ce soit. C'est un fantasme. Ça. Arrêtez avec tout ça. Faites des choses, protégez les enfants. Et ceux qui ne veulent pas faire trouveront toujours des excuses en disant « ils sont puissants, ils sont ceci, ils sont cela ». Non, les amis, pensez-vous un instant que 68 millions de personnes ne peuvent rien contre une poignée de dégénérés?
Non mais arrêtez sérieusement, quelques minutes. Regardez-vous dans une glace et dites-vous qu'avec votre voisin, plus celui-là en face, plus celui-là, et qu'on se met tous main dans la main, croyez-moi qu'on fera la différence. Et faire tomber le premier domino de la pédocriminalité, bah, croyez-moi, derrière, il y a beaucoup de choses qui se remettront d'équerre. Alors, toujours ce commentaire, parce que je pense que là, vous avez quand même heurté les gens, mais je pense qu'il faut aussi les heurter. Il faut arrêter de les laisser dans une forme de confort. Monsieur du travail, les Matzneff, les Epstein et leur île, la couronne d'Angleterre et les petits-enfants moines bouddhistes, le peuple français est lâche, dites-vous, allez combattre devant l'Élysée, les ministres, les députés, les sénateurs, journalistes étouffent ces affaires. Voilà, et voilà, vous avez raison, là, on laisse les gens dans une forme de confort, en leur disant oui, mais en effet, c'est tel caste de gens puissants. Et je pense qu'il faut leur mettre, devant les faits, enfin, devant une glace, quoi. Et c'est à nous d'agir. Mike, soyons sérieux 2 minutes. Il y a eu plus d'1 million de personnes là, sur les Champs-Élysées pour filmer l'Arc de Triomphe en feu. Est-ce que vous pensez un instant qu'il y aura 1 million de personnes qui vont être dans la rue pour protéger les enfants contre la pédocriminalité? Le jour où il y aura 1 million de personnes dans la rue pour protéger les enfants contre la pédocriminalité, tout changera dans ce pays. Tout. Et on aura des arrestations en cascade. Alors, croyez-le. Quel est en gros, car nous ne parlons pas des cas particuliers fussent-ils nombreux, donc quel est en gros le profil, la situation, merci, je reçois encore des messages, de parents dont les enfants vont se retrouver à la DAS? Quel est le cas typique? Monsieur Farid travaille-t-il en lien avec d'autres associations, d'autres mouvements s'occupant du même créneau? Monsieur Karl Zéro, Madame Farida Belgoul, d'autres? Travailler en solitaire est-il vraiment efficace? Alors, première question, quel est en gros le profil type de ces enfants qui se retrouvent à la DAS? Alors, en règle générale, je ne vais pas parler des enfants, mais je vais parler des familles sont ciblées. En règle générale, ce sont plutôt des parents monoparentales, enfin des femmes, la plupart du temps seules, avec un niveau social bas. Parce que croyez-moi, l'aide sociale à l'enfance ira jamais s'attaquer à une famille blindée, CSP+++, pour lui retirer ses gosses. À coup de cabinet d'avocats, etc., ils les feront plier en 4-4-2. Malheureusement, ils se retournent qu'envers les personnes qui sont en situation précaire, difficile, peut-être même immigrées, de familles immigrées, et voilà, et on leur prend parfois même, j'ai vu des cas où ce n'était pas justifié. C'est-à-dire que le placement aurait pu se faire au sein de la famille proche, les grands-parents ou les oncles, les tantes, voilà. Mais ça ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'ils privilégiaient le foyer. Alors que le foyer, franchement, de toute façon, un placement en règle générale, il n'y a rien de positif. Ça dépend, je retire ce que j'ai dit. J'ai vu des cas où des gens ont été sauvés de familles grâce à l'aide sociale à l'enfance. Il y a des cas, effectivement, il ne faut pas non plus tout noircir le tableau, ça serait malhonnête de ma part. Mais effectivement, si en règle générale, le profil type, c'est femmes seules élevant des enfants avec un revenu bas. Donc voilà. Mais en règle générale, c'est malheureux ce genre de cas. C'est parce qu'il y a très peu de possibilités de retour en arrière. Dès qu'un enfant est placé, après pour le récupérer, c'est très long, très difficile. Et que deviennent justement ces enfants après 18 ans? Jetés à la rue. Débrouillez-vous à 18 ans plus un jour, ça y est, ils sont obligés de quitter. Ils sont livrés eux-mêmes. Et d'abord, c'est pour ça qu'il y a ce chiffre, je crois, c'est un SDF sur 4, je crois. Je ne sais plus si c'est ça ou un enfant sur 4, pardon, non, c'est ça. Un enfant sur 4 qui sort de l'ASE finit SDF. Un enfant sur 4. Ouais, qui sort de l'ASE. Sachant qu'il y a 250 000 enfants. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le chiffre. Donc, sachant qu'il y a 250 000 enfants à l'ASE, donc à peu près 50 000 enfants, ou plus, 60 000 enfants, pardon, seront SDF. En tout cas, ils n'auront pas une situation confortable à la sortie, ça c'est sûr. C'est un chiffre glaçant quand même. Il faut le confirmer surtout, mais j'ai vu passer ça, ce chiffre-là. J'espère me tromper. Mais vous savez, j'ai eu un chiffre, parce que j'ai reçu une dame journaliste, Madame Sarah Frick. Sarah, qui est une lanceuse d'alerte. Voilà, qui est lanceuse d'alerte. Elle était ici à votre place, et elle m'a dit qu'il y avait 400 000 sans domicile fixe en France, alors que M. Macron avait parlé de 0 en 2018, qu'il allait en avoir 0.
Enfin, ces chiffres sont glaçants. Hein. Ça démontre quand même ce qu'est devenue la société française. Sarah a les bons chiffres puisqu'elle s'occupe effectivement directement de SDF et par rapport à des aides qu'elle fait. Donc, j'ai confiance en ces chiffres, effectivement. Alors, à partir du moment où délinquance sexuelle ou autre a purgé sa peine, on ne peut plus rien faire contre lui. Bon, Après, ça dépend. Regardez ce qui est fait aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, il y a un fichier des délinquants sexuels. Oui, tiens, est-ce qu'il faudrait un fichier peut-être comme ça? Bien sûr. Est-ce que vous, par exemple, vous avez des enfants de bas âge, vous voulez savoir si votre voisin il a été condamné ou ce genre de choses, ou que vous prenez un babysitter ou une babysitter et que vous sachiez au moins un minimum si elle a été condamnée pour ce genre de choses. C'est quand même... Pour moi, c'est normal. C'est un minimum. C'est un minimum qu'on va protéger au moins nos enfants. On n'a même pas cette information. Mais regardez, en Amérique, pays de démocratie libérale, comme la France, il y a ce fichier. Mais en France, on a beaucoup de tabous. Oui, comme par exemple, je sais pas moi, les quotas, par exemple, c'est quelque chose qui effraie énormément, parce que naturellement, si on commence à chiffrer au niveau des quotas, on se verrait que énormément de fantasmes sont véhiculés dans notre pays, mais pas seulement. Mais il faut savoir que la France, quand même, en parlant des États-Unis, la France est le deuxième pays le plus gros consommateur de contenu pédopornographique en ligne, juste derrière les États-Unis. Et j'ai appris ça par Madame Somayara Sellier, qui m'a dit aussi qu'elle était le plutôt le troisième producteur aussi de contenu, c'est-à-dire de troisième producteur de contenu et deuxième consommateur. Ouais. Enfin, c'est fou, quoi. C'est pour ça que je parle de culture. Ouais. Bah oui, si on a autant de pédos dans ce pays, c'est qu'il y a autant de consommateurs. Quand même, le deuxième pays au monde. Consommateur et producteur. Et troisième producteur. Ça, le troisième, je ne savais pas. Si. C'est un chiffre qui est encore plus effrayant. Donc, posez-vous les questions, les amis. C'est pas des chiffres qu'on invente, c'est pas des choses qu'on sort de notre chapeau. C'est pour ça qu'effectivement, le fait de cette grande marche contre la pédocriminalité, je vois de jour en jour que au niveau de la population, ça n'a pas l'élan que j'aurais pu espérer. Parce qu'en ayant des chiffres comme ça en tête, on comprend énormément de choses. Alors, merci pour cette émission. Ce que dénonce Farid est glaçant, mais son combat est important et je le salue. Merci. Le problème principal des Français, c'est la jalousie et la mauvaise foi. Il y a des hommes capables d'en finir avec cette décadence. Il y a des hommes capables, seulement la jalousie. On ne va pas mettre un type pareil à la tête de l'État. La jalousie, l'orgueil et la mauvaise foi. D'ailleurs, c'est simple à prouver. Mais je préfère me taire avant d'exploser. Oui. Ça, c'est intéressant de voir, effectivement, ça rejoint un petit peu la question de l'autre auditeur sur les associations. Est-ce qu'il y a des liens avec les associations et tout? Moi, je travaille avec des associations, notamment les Petits Cœurs Blancs, qui est une association qui est nouvelle, mais qui œuvre énormément, notamment par rapport à l'éducation nationale et les programmes que Gabriel Attal, d'ailleurs, c'était intéressant d'analyser cette séquence, où quand il parlait, il bégayait, le pauvre garçon. On sentait bien qu'il n'était pas très à l'aise dans ses baskets quand il parlait de l'éducation sexuelle à l'école. Et cette association, justement, se bat pour ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à essayer de se joindre, de se fédérer. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la Grande Marche contre la pédocriminalité, j'ai contacté toutes les associations de France et de Navarre. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'écho Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu? Que j'aurais espéré. Pour la plupart, c'est resté lettre morte, quoi. Donc c'est triste. Alors, mais enfin, messieurs, les parents hurlent, mais personne ne les écoute. Plus ou pire, on fait taire les parents. Non. Si je le dis, par exemple, je vais prendre encore, j'aime bien faire des comparaisons. Vous prenez un bottin téléphonique. Chacun de nous, on a une petite feuille de ce bottin, une petite page de ce bottin. Un bottin téléphonique, prenez-le à deux mains, essayez de le couper en deux. Impossible. Nous, on est chacun nous, toi, Mike, moi, etc., vous, les auditeurs, vous êtes une page de ce bottin. L'État, c'est quoi? Quand on est désunis, il vient, il déchire chaque page.
Et il peut mettre en miettes tout le bottin téléphonique. Par contre, si on était unis, on est ce bottin uni, là, l'État, il ne pourra pas le découper en deux. Ben, c'est exactement pareil. Les parents, par exemple, si par une école où il y a 1000 élèves, il n'y a que 10 personnes, il y a que 10 parents, 10 familles qui se soulèvent, mais elles vont se faire laminer par l'éducation nationale. Mais par contre, vous avez 1000 familles qui se soulèvent, l'éducation nationale ne pourra absolument rien faire. Et ça, c'est pareil partout. Donc arrêtez de voir de la puissance là où il n'y en a pas. C'est nous qui sommes puissants. Mais pour cela, il faut qu'on soit moins égoïste et qu'on soit unis. Bravo pour vos paroles et votre combat juste, courageux et digne. Notre société est profondément malade et nous profanons nos enfants. Pour que cela cesse, la peine de mort serait un bienfait social, Montjoie, Saint-Denis. Mais, alors c'est une dame, mais je remarque que les femmes sont quand même plus proches de vos combats que les hommes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, en marchant, j'ai vu ça. J'ai vu qu'effectivement, les hommes, bah, ils sont pas là, ou très peu. Mais les femmes, elles sont nombreuses. Regardez, encore une auditrice c'est vrai. Qui dit « L'intervenant a entièrement raison, mais ce n'est qu'un petit groupe de gens les plus informés qui s'intéressent au sujet. L'information doit être rendue publique, d'être rendue beaucoup plus accessible à tous les parents d'élèves notamment. » C'est-à-dire, voilà, les femmes prennent à cœur ces sujets. C'est vrai. Voilà. Il est, une auditrice encore, il est juste de parler de pédocriminalité au lieu de pédophilie. On ne se fait pas violer, on est violé. Bah oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le mot pédophilie et pédophile est à bannir du vocabulaire. C'est un mot qu'il faut rayer définitivement du dictionnaire. Il faut parler de pédocriminalité et de pédocriminalité. Et là, j'ai un monsieur qui me dit « Bonjour, 1,5 million dans la rue contre le mariage homosexuel dit pour tous. Quel résultat ?» Voilà. Pourquoi il y a cette différentielle entre les hommes et les femmes dans ce combat contre la pédocriminalité? Comment vous l'expliquez? Très sincèrement. Je sais pas. Je sais pas parce que je suis un homme moi-même, donc et je combats ça. J'ai ce combat chevillé au corps et pour moi, ça devrait être quelque chose de totalement naturel. On ne devrait même pas se poser dans l'échelle de valeur des combats. Pour moi, il est au-dessus. Combattre pour les enfants, il n'y a rien de plus noble. Voilà. C'est triste à dire. Bon, il y a eu les gilets jaunes et tout, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Voilà, ils se sont battus pour des causes, mais se dire qu'on s'est fait arracher un œil ou arracher une main pour 20 centimes d'augmentation dans le gasoil, c'est pas très glorieux, mais il n'y a personne qui risquerait de se faire arracher une main ou un œil pour les enfants. C'est vrai. Alors, quelle responsabilité de l'Église par rapport à tous les cas rapportés de sévices sexuels? Et pourtant, je suis catholique engagé. Comment cela est-il possible? Ça, le problème, c'est pas seulement l'Église. Hein. Il y a eu l'Église, effectivement, mais il y a aussi le domaine du sport. Il y a le domaine, on a parlé tout à l'heure, de l'aide sociale à l'enfance. Il ne faut pas croire, il n'y a pas de... La pédocriminalité est partout, à tous les étages, j'ai envie de dire. Là où il y a des hommes ou des femmes, il y a de la perversion pour certains. Donc, ce n'est pas intrinsèque à une religion ou un statut social, malheureusement. Il faut faire attention à tous les niveaux et il faut être très vigilant. Donc malheureusement, on a eu ce cas effectivement d'abus par rapport à l'Église, mais il n'y a pas que. Souvenez-vous de ces affaires, notamment au Royaume-Uni, liées au football, où il y avait des jeunes enfants dans des clubs de foot, des très jeunes qui se faisaient violer, et je crois qu'ils ont rapporté des chiffres astronomiques sur plusieurs années. Et pas seulement, il y a eu quoi? Il y a eu dans le sport la gymnastique, le médecin qui a été condamné récemment, donc pour l'équipe nationale française de gymnastique, il a fait des dizaines et des dizaines de victimes. Donc non, c'est malheureusement quand il y a des pervers, il n'y a pas de religion derrière, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nationalité, il n'y a rien. Auditrice, merci d'avoir abordé le sujet. Bravo pour votre émission. Merci. Les questions affluent, voilà, les questions affluent. J'aimerais vraiment en poser beaucoup de la part d'auditeurs, parce que voilà, il faut sensibiliser, et cette émission est aussi faite pour ça, pour sensibiliser. Bravo pour votre émission, encore une dame. Que répondre à certains qui répondent à cela a toujours existé? Que croyez-vous qu'il se passait dans le lit lorsque les enfants dormaient avec les parents déjà au Moyen-Âge? Voilà, donc certains, visiblement, répondent ça à cette dame. Réponse qu'on m'a faite lorsque je soulevais cet horrible phénomène, continuer le combat. J'ai envie de dire, il y a eu le cannibalisme, hein, ça existait à son temps. Est-ce qu'on continue à être cannibale? C'est aussi ridicule. Non, mais
c'est un argument qui ne vaut pas. Avant, il n'y avait pas de loi, c'était la loi de la jungle. Tu allais dans la rue, tu voyais quelqu'un, il ne te revenait pas, tu le tuais. Voilà, est-ce que la société a évolué? Oui, elle a évolué. Maintenant, il y a des lois, et Dieu merci. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Et une personne qui répond ça, sérieusement, moi j'ai des doutes sur son intégrité vis-à-vis des enfants. Franchement, pour moi, c'est un pédocriminel friendly. Peut-être même plus. À voir. À surveiller, en tout cas. Alors, bravo pour votre émission. Attendez, ah oui. Comment peut-on faire, pour joindre Farid, comment vont faire les pédocriminels avec la multiplication des avortements? Il n'y aura plus d'enfants longue échéance. Bon, et comment vous joindre, cher Farid? Moi, me joindre personnellement? Joindre l'association, votre... C'est facile. Alors, si vous avez de quoi noter, c'est T comme touche pas, touche, P comme pas, à mon enfant, c'est TPANE, TPANE, tiré du milieu, Europe.org. TPANE, tiré du milieu, Europe. Touche pas à mon enfant. Touche pas à mon enfant, Europe. Mais touche pas. Et puis vos réseaux sociaux aussi. Voilà, les réseaux sociaux, c'est Farid DMS de bas. Tous les réseaux sociaux sont à ce nom-là, Farid DMS de bas. C'est mon... De toute façon, on va refaire un petit coup là pour à la fin. On va parler de tous les réseaux sociaux et de tous les contacts pour joindre Farid. Alors, Édouard Durand était juge à la Ciivise, il a été évincé. Beaucoup de gens sont dans le déni, ils ne voient pas que le diable est à l'œuvre partout. Tout le monde doit faire quelque chose à son niveau, sinon nous nous rendons complices. Une auditrice encore. Non, mais c'est intéressant de parler de la Ciivise, parce qu'effectivement, la Ciivise a rendu un rapport, c'était quand même plusieurs années, c'était pas rien. Et à l'arrivée, vous savez, ça m'a fait penser à quoi dès qu'on m'a parlé de la Ciivise? Tout de suite, j'ai eu à l'image, vous savez, le grand débat, là. Quand il y a eu les Gilets jaunes et que Macron il est parti, il a fait le tour de tous les plateaux, de toutes les municipalités, il était partout. Et que les gens, naïvement, ont cru qu'effectivement le grand débat allait déboucher sur quelque chose de concret. Il y a eu même des cahiers de doléances, comme à l'époque de la Révolution française, où les gens allaient dans la municipalité pour dire « Ouais, voilà ce qu'il me vaut. » La Ciivise, pour moi, c'est exactement la même chose. Il a commandé, comme le rapport Borloo, hein. Il l'a déchiré, il en a fait des confettis. Là, le rapport de la Ciivise, c'est exactement pareil. Il a vu que le rapport Ciivise n'allait pas dans le sens qui l'intéressait, il en a fait des confettis. Et il a balancé ceux qui n'allaient pas dans son sens. Et c'est normal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, à la tête de l'État? Mais regardez qui est à la tête de l'État, et vous comprendrez le reste. Mais justement, est-ce que lui a été victime? Est-ce que lui, c'est une victime? Oui, pour moi, oui, bien sûr, absolument. C'est un enfant, il avait 14 ans. Certains témoignages disent 13 ans. Bien sûr, c'est une victime. Bien sûr, absolument. Et c'est pour ça que moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il suffit juste de regarder outre-Atlantique, lire la presse, outre-Manche également, enfin tous les canards anglo-saxons en règle générale, pour voir à quel point est décrié le couple présidentiel, à quel point notre pays est pointé du doigt. On l'appelle quand même Pédoland, c'est pas rien. C'est vrai. C'est pas rien. Donc, derrière, quelle crédibilité on peut avoir par rapport à la défense des enfants? Pour ça, je parle effectivement que c'est malheureusement une acceptation qui est culturelle. 5 600 000 enfants victimes, chiffre officiel depuis 1950. C'est quand même un chiffre énorme déjà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... pourrait pas y avoir une forme de reproduction, c'est-à-dire que ces enfants deviennent adultes eux-mêmes des bourreaux. Non, alors ça, je réfute totalement ce genre d'argument. Déjà, c'est un argument qui ne tient pas. D'accord. Et en plus de ça, c'est un argument qui est, vous imaginez, vous êtes victime. Et en plus de ça, en tant que victime, on vient vous voir, on dit attention, tu vas grandir, tu vas devenir un monstre. Tu seras aussi monstrueux que celui qui t'a fait subir ça. On ne peut pas grandir avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, c'est pas possible. Quel genre d'individu peut grandir déjà après avoir subi un traumatisme, mais surtout avec cette hypothétique idée que lui-même va se transformer en monstre? Non, c'est dégueulasse de raconter ce genre de choses. Et honnêtement, ça ne repose absolument sur rien, ça. Ça ne repose absolument sur rien, et je réfute ce genre d'argument. Pour moi, une victime est une victime, elle ne deviendra pas bourreau.
Il faut arrêter avec ce genre de choses. Et en règle générale, si on regarde bien les annales judiciaires, c'était ce genre d'argument qui a été sorti du chapeau, un petit peu de nulle part, qui a été étayé par rien du tout, pour un petit peu, on va dire, sensibiliser un petit peu, voilà, adoucir l'image du criminel. Ah non mais regardez le pauvre, bah, il a charcuté tout le monde, mais c'est parce que quand il était petit, bah, voilà ce qui s'est passé. Non, bah, il y a une plainte, il y a un suivi, il y a quelque chose qui le prouve. Non, non, mais il faut le croire. Ah, je vais croire un criminel, sérieusement. Et c'est parti de là, en fait. C'est parti de là. Et les gens, après, c'est devenu quoi? Une légende urbaine, j'ai l'impression. Ça a été répété et tout, mais non, c'est pas vrai. C'est pas, y a pas de c'est bien de le préciser. Il n'y a pas de Moi, je connais énormément de victimes, au contraire, qui sont devenues, par exemple, des mamans qui ont vécu ça, ou même des papas, ils sont devenus surprotecteurs. Jamais bourreux. Par contre, surprotecteurs. C'est-à-dire qu'ils sont très au fait de ce qui se passe à l'extérieur, et ils sont devenus surprotecteurs. C'est la seule chose qu'on peut leur reprocher. Trop d'amour. Mais est-ce que trop d'amour tue? J'en sais rien. En tout cas, je pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que relayer ce genre, pour moi, de fausses informations est dangereuse. Merci pour la précision. Qu'est-ce qui fait que la DAS décide soudain d'arracher un enfant à sa mère? Plainte des voisins, de la famille, vengeance? Est-ce surtout pour des raisons économiques, de salubrité, de santé ou autres? Point d'interrogation. Il y a plusieurs cas. Il y a des cas auxquels, effectivement, c'est justifié. Le placement est justifié, la famille est dysfonctionnelle, l'enfant est en danger, etc. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a d'autres cas où, effectivement, le placement est dit abusif. Où là, on peut éviter le placement ou même le mettre chez la famille proche, les oncles, la tante, les grands-parents, ce genre de choses. Mais en règle générale, c'est pas le cas. Mais c'est sûr, à partir du moment où, effectivement, quand l'enfant est placé, il est placé dans un environnement qui n'est pas sécurisant. On en a parlé tout à l'heure. Où les enfants sont livrés à eux-mêmes, ne sont pas protégés. Parfois même, en règle générale, il y a des viols qui sont commis entre enfants eux-mêmes dans les foyers. Ou même, parfois, quand ils sont placés dans des familles, c'est un des membres de la famille qui abuse des enfants. Bref, tout ça fait que l'État a une responsabilité envers ses enfants, envers ses familles, et un placement finit toujours par un drame, en règle générale. Donc, vraiment, vraiment, c'est le dernier des derniers recours. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Et quand l'argent rentre en compte, parce que c'est une manne d'argent incroyable, ce sont des milliards chaque année, quand l'argent rentre en compte, il peut y avoir des abus, et il faut se poser les bonnes questions, mettre le nez dessus. Les gens, renseignez-vous, il n'y a rien de mieux, il faut être curieux dans ce genre d'affaires. Soyez curieux, mettez le nez dedans, et vous allez apprendre des choses. Voilà. Et demandez aussi des comptes auprès de vos présidents de région, parce que c'est de leur responsabilité. Oui, c'est eux qui gèrent les ASE. Oui, c'est pour ça que c'est politique. C'est pour ça que ce sont des enjeux politiques. Parce que c'est une instance politique, comme tout, remarque, on va me dire. Mais elle, c'est direct. Donc, qui gère ce genre de choses. Donc, c'est compliqué, politiquement, d'aller à l'encontre même des institutions qu'on gère. Alors, je ne souhaite pas nous trouver des excuses, mais je crois que si personne ne réagit à cette monstruosité qu'est la pédocriminalité, c'est parce qu'à partir du moment où les gens veulent prendre conscience de ceci, eh bien, ils sont obligés de ne plus penser à leurs vacances, leur crédit, leur vie, etc. Donc, changer de vie, comme pour le Covid et ses abus et horreurs. Là, je trouve que c'est trop dédouané quand même. On dédouane trop les gens. Bien sûr. Ils sont responsables. Moi, c'est oui, pour ça que je pense dis, c'est pour ça que quand je parle de culturel, c'est parce que je mets la France, les Françaises et les Français face à, et je m'inclus dedans, naturellement. Mais on le fait pas assez. Face à leurs responsabilités. Est-ce qu'on le fait pas assez? Non. Il faut le faire. Il faut arrêter de les caresser dans le sens du poil. Il faut leur dire les choses claires et nettes. Et même un ami, comme on dit, un vrai ami, c'est une personne qui vous dit les choses, toutes les choses, même celles qui ne font pas plaisir. Et là, je suis désolé, je ne suis pas votre ami, on ne se connaît pas. Mais je vais vous dire les choses qui ne vous font pas plaisir. Je suis désolé. Mais force est de constater que malheureusement, personne ne se lève pour les enfants. Très peu. Dites-moi, citez-moi des personnes publiques, des personnages publics en France qui se battent pour les enfants. Non, c'est vrai, on ne peut pas trouver. Enfin, il y a sûrement Carl Zéro, on va dire. Oui, Carl Zéro. Il y a deux, trois. Il y a Andrea Bescon, par exemple. Il n'est pas très connu. Hein. Ouais, enfin, c'est une personne. Il y a André Gallet. C'est vrai que c'est pas très connu.
il y a des associations, mais ils sont pas... voilà. Mais en règle générale, il y a C'est personne. vrai. Et même, j'ai envie de vous dire, nous, je vous cache pas, là, je suis sur Radio Courtoisie, les médias, on les a tous sollicités. Ça fait des mois qu'on les sollicite. On s'est fait envoyer balader par tout le monde. Par tout le monde. Ce sujet... C'est-à-dire le service public, comme les télés privées. Tout le monde. Il n'y a que les quotidiens locaux, les journaux locaux, qui ont relayé l'information. Mais tout ce qui est national, les gens circulaient, il n'y a rien à voir. Justement, tiens, il y a une question qui va arriver tout de suite, là, d'un auditeur sur les médias. Est-ce que la domination financière sur les médias n'explique pas pourquoi la lutte contre la pédocriminalité n'est pas une priorité politique ni médiatique? Non, c'est le nombre, encore une fois. Si on était des milliers à se soulever contre la pédocriminalité, ils en parleraient malgré eux. Soyez logique un petit peu. Vous pensez sérieusement, si on bloquait les autoroutes, si on bloquait les ronds-points, si on faisait des actions fortes pour justement mettre face à la réalité de ce que vivent les enfants de notre pays, vous pensez sérieusement une seconde que les médias relayeraient pas l'info? Même, je vous dis sincèrement, si demain on est 1 million dans les rues à se soulever contre la pédocriminalité, tous les hommes politiques sortiront comme des champignons après la pluie en disant attendez, ce combat-là, il a toujours été le mien. Alors que vous verrez, dans toute leur profession de foi, lors des élections, personne ou très peu parle de lutte contre la pédocriminalité. Mais là, par miracle, si on va dire que les gens finissent par sortir en masse dans la rue, tous les hommes politiques feront de la lutte contre la pédocriminalité leur cheval de bataille. Mais c'est pas le cas, parce que le peuple s'en tape, donc les politiques s'en tapent, les médias s'en tapent, c'est tout. Alors, j'ai quelqu'un qui visiblement s'inquiète pour vous. Je crains que lorsque Farid se retrouvera enfermé brutalement par ruse en psychiatrie pour trouble à l'ordre public, si ce mouvement venait à prendre de l'ampleur, il change radicalement d'avis quant à la nature fort malveillante des pédocriminels et avorteurs et réfléchisse enfin au lieu évident entre les deux. Il est hélas aussi naïf que je l'étais il y a 3 lustres. L'État voyou n'acceptera jamais que vous vous structuriez en masse. Je prie pour vous et pour que plus tard vous me donniez tort dans ma désillusion. Ça fait 16 ans qu'on sort le même charabia. Il faut arrêter. Non, mais il y a des gens aussi, franchement, ils sont dans la lutte totale. C'est parce qu'ils ont connu un parcours de vie peut-être chaotique pour eux. Ils vont le retranscrire pour tous les autres. Non, mais votre réalité n'est pas forcément la mienne, mes amis. Il y a un moment donné où venir comme ça, balancer un témoignage en disant que ça sert à rien et tout, non, c'est contre-productif. Donc non, il faut arrêter avec ce genre de choses. Il n'y a personne qui m'a menacé, il n'y a pas de grand méchant loup derrière. Soyons unis et il n'y a que les lâches qui restent enfermés. Mais en effet, vous avez raison, soyons unis. Alors, il reste 5 minutes d'émission et j'aimerais quand même... qu'on puisse connaître votre association et que des gens de Radio Courtoisie viennent aussi aujourd'hui à 14h à Place de la République. 14h Place de la République. Vous serez bien visible? On l'espère en tout cas. On va être au centre en fait. On sera au centre et puis voilà. Et j'espère qu'on sera nombreux. On va essayer d'être nombreux. En tout cas, moi je serai là, ça c'est sûr. Et voilà, que faire de plus que du bruit. Moi, l'idée de cette grande marche contre la pédocriminalité, c'était effectivement de pouvoir mener sur le champ médiatique la lutte. C'est compliqué, c'est difficile. Moi, tout seul, je ne pourrais rien faire. C'est ensemble qu'on pourra faire les choses. Vraiment. Donc vous êtes président de Touche pas à mon enfant. Europe, oui. Ouais. Touche pas à mon enfant. Europe, c'est quoi? C'est donc une ONG? Alors, Touche pas à mon enfant Europe est une association de droit français, donc loi 1901, qui a été créée en 2016, suite à la demande de Najat Anwar, qui est la présidente de l'ONG reconnue d'utilité publique marocaine, Touche pas à mon enfant, donc qui est, elle, une ONG de droit marocain. Donc nous, on est la représentation de cette association, de cette ONG, en Europe. Et voilà, donc on s'occupe des enfants, mais au niveau européen. On a exactement la même chose au niveau de l'Amérique du Nord. Et voilà, donc c'est juste, on essaye de... Donc c'est une association sérieuse,
bien implanté. Vous avez combien de membres à peu près nombreux? Non, on n'est pas nombreux. Ah, 100, c'est pas mal déjà. Ouais, mais c'est à l'image malheureusement de tout ça, quoi. C'est-à-dire que effectivement, les gens, en règle générale, hein, même les membres de mon association, 80% d'entre elles, même un petit peu plus, sont des anciennes victimes ou de parents de victimes. Et c'est là où c'est dommage, c'est-à-dire qu'il faut en passer par là pour, on va dire, s'engager. Alors que non. Et votre travail, c'est de la sensibilisation surtout? Non, surtout sur le droit, sur le côté juridique. D'accord, c'est-à-dire que vous aidez des familles, j'imagine? On se porte partie civile dans des affaires de pédocriminalité, effectivement. Mais pas que, il y a aussi, effectivement, il y a une pétition que j'ai lancée au mois d'août dernier. C'est dommage, on n'a pas parlé justement des droits de protection des enfants en ligne, parce que ça, c'est un sacré sujet. Et il y a cette pétition que j'ai lancée au mois d'août, et que justement, je vais aller jusqu'à Bruxelles, à la Commission européenne, pour la déposer. Donc, j'invite tous les... Oui, donc là, vous allez à Bruxelles. Voilà. Là, vous partez à Bruxelles à partir de quand? Lundi prochain. Lundi, vous partez à Bruxelles? À pied. À pied. Qu'est-ce que vous leur demandez à la Commission européenne? J'ai cette pétition qui, symboliquement, je vais la déposer parce qu'on sait pertinemment que toutes les lois, c'est au niveau de la Commission européenne qui sont déposées, qui sont faites, etc. Donc, toutes les lois dégueulasses envers nos enfants, c'est là-bas qu'elles sont décidées. Donc, je vais aller, comme qui dirait, dans l'antre de la bête pour utiliser cette phrase. Mais bon, j'y vais quand même et je vais déposer cette pétition. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez la signer, c'est très facile, c'est change.org/FaridDMS2A, tout simplement. D'accord. Et vous avez, j'imagine, espoir que ça change. Bien sûr, sinon je ne marcherai pas. Mais je suis arrivé à un stade où, pour essayer de sensibiliser les gens, je fais cette action qui est pour moi, j'aurais préféré... Je suis un mec super casanier, moi je ne suis pas sportif de nature, voilà, j'aime pas le froid, je suis un mec du sud, j'adore le soleil, je suis super frileux, je suis parti en hiver. Je suis pas sportif, je marche 1500 km, je suis casanier, je sors et voilà, j'aime pas le camping, peut-être que je vais dormir, il y a des moments où je dormais dans des endroits super insolites. Voilà, donc c'est comme ça. Je me bats pour des convictions et je pense qu'un homme sans conviction ou une femme sans conviction est une âme perdue. Donc soutenez Touche pas à mon enfant, en tout cas Europe, si vous êtes en France. Venez à 14h, place de la République, c'est important. Il faut sauver nos enfants. Absolument, il faut les protéger déjà. Déjà de les protéger, c'est déjà beaucoup et en les protégeant, naturellement, on va les sauver. Merci à vous, cher Farid. Merci à vous, chers auditeurs. Passez un excellent week-end et nous, on se voit samedi prochain. Même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. Merci, Mike.